Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la reconversion est aussi disponible en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Karine. Après avoir été responsable média chez Renault, Karine est devenue créatrice de contenu sur YouTube et Instagram sous le pseudo SeGirlYC et elle est également fondatrice de la marque de combinaisons pour femmes SheIsWild. Elle totalise sur les réseaux sociaux plus de 200 000 abonnés. Brillante élève, Karine décroche son bac à 16 ans à peine. Après une école de commerce, elle décroche son CDI chez Renault en tant que responsable média 360. Karine s'occupe notamment des plans médias pour les différentes campagnes de publicité. Quel budget et quelle campagne pour la télé, la radio, les réseaux sociaux, des lancements produits et des relations avec les influenceurs. Elle s'occupe des premiers partenariats avec les influenceurs pour Renault. C'est le déclic. Karine décide de relancer sa chaîne YouTube qu'elle avait lancée à 16 ans et arrêtée pour cause de moqueries de ses camarades de classe. Elle s'éclate et se sent enfin vivante. Mais après 3 ans chez Renault, Karine a l'impression d'étouffer et se sent oppressée par la structure et la hiérarchie. Un soir, elle pleure suite à un mail d'un manager et c'est la goutte de trop. Elle décide alors de démissionner pour devenir youtubeuse à temps plein. Dans la foulée, elle lance avec son conjoint SheIsWild une marque de combinaisons pour femmes et documente les coulisses pour sa chaîne YouTube. Alors avec Karine, on a évoqué la pression du CDI, les jugements de son entourage face à sa carrière de youtubeuse, les raisons de son succès sur YouTube, comment elle a lancé une marque de mode avec son conjoint, le stress des investissements financiers, son déménagement en Tunisie et sa nouvelle vie de maman. Karine nous explique de A à Z comment lancer une marque de mode. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Karine. Bonjour Karine, bienvenue dans Oser la reconversion. Hello, merci pour ton accueil, merci de ton invitation. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel? Alors aujourd'hui, j'ai deux casquettes et demie. Je suis créatrice de contenu sur YouTube et Instagram et j'ai ma marque de vêtements qui est spécialisée dans la combinaison pour femmes qui s'appelle SheIsWild. Oui, alors ça fait pas mal pour une seule personne. Et pourquoi tu disais 2 casquettes et demie du coup? Parce que depuis quelques mois, j'ai ajouté une autre petite casquette de conseil en freelance pour des clients sur la strate média, etc. On pourra s'en reparler. Est-ce que tu peux nous raconter quel était ton premier métier et puis comment tu avais choisi de faire tes études? J'ai passé mon bac ES à l'époque. Ensuite, j'ai fait des études de commerce, un DUT, une licence de gestion. Je suis partie en école de commerce et je savais pas vraiment vers quoi m'orienter. Je savais juste que les métiers de la communication, du marketing, etc. m'intéressaient. Et donc, je me suis orientée là-dessus. Il y avait dans l'école de commerce où j'étais une spécialisation en digital. Et à l'époque, c'était assez inédit. Aujourd'hui, c'est assez banal. Mais il y a 7 ans, c'était assez nouveau. Donc, j'ai fait cette formation et je me suis rendu compte que ça me plaisait bien. Et l'univers des médias au sens large me plaisait bien. Et du coup, j'ai eu un premier stage là-dedans en tant qu'assistante responsable média. Et j'ai adoré découvrir cet univers. Donc, c'était vraiment les médias 360 digitaux, mais aussi les médias classiques, donc ce qu'on connaît, la télé, la radio. Et en fait, j'ai fait un petit peu tout mon début de carrière, entre guillemets, là-dedans, parce que j'ai été embauchée assez rapidement et j'ai fait 3 ans en CDI dans cette grosse boîte en tant que responsable média, du coup, je m'occupais des campagnes 360. Alors, est-ce que on peut dire le nom de la boîte où tu étais? Je travaillais chez Renault, donc le constructeur automobile. Alors, qu'est-ce que tu faisais concrètement tes journées chez Renault, c'était quoi à peu près? En gros, on s'animait en fonction des grosses actualités qu'il y avait. Donc typiquement, s'il y avait des lancements produits, donc des voitures qui sortent, enfin, de nouvelles voitures qui sortaient, on allait anticiper, préparer les campagnes. Donc moi, mon job, c'était hyper concrètement, avec un cas concret, la nouvelle Twingo qu'on connaît tous, qui va sortir dans 1 an, 6 mois, et donc on a tant de budget, tant de millions d'euros ou de milliers d'euros à dépenser sur cette campagne. Et donc, en fonction des cibles marketing, des objectifs commerciaux, etc., on va essayer de construire un plan média adapté. Donc, où est-ce qu'on va aller adresser le message, sur quel média, donc la télé, ok, mais via quel format, sur quelle chaîne, à quelle heure, avec quelles émissions, la radio pareil, l'affichage, bref, tous les médias qu'on connaît. Et sur le digital aussi, donc toute la partie Google, social media et le reste, les formats plus classiques,
avec une casquette qui était un peu, encore une fois, un peu nouvelle à l'époque, mais je pense qui, pour moi, a été hyper importante à ce moment-là, c'était qu'il y avait les débuts un peu de l'influence rémunérée, etc. Donc, c'est rentré un peu dans mon scope, parce que j'étais la plus jeune de la team. La moyenne d'âge, à ce moment-là, c'était, bon, ils étaient quand même assez jeunes, ils avaient 35 ans, tu vois. Moi, j'en avais 22 lors de mes débuts en CDI. Donc il y a quand même un petit décalage d'univers et donc c'était pas du tout c'était un peu du chinois pour eux à ce moment-là, l'influence, les réseaux sociaux, donc j'ai pris ce scope aussi. Donc voilà, on passait nos journées à piloter les campagnes avec les agences partenaires, etc. Et ça te plaisait du coup? Franchement, je me suis beaucoup amusée. Je pense que c'est assez chouette quand tu arrives le matin et que tu sais que tu vas passer une bonne journée parce que ça t'anime et que c'est pas une contrainte. Donc franchement, ouais, j'étais assez passionnée par tout ça. Donc j'y suis restée 3 ans. Donc pendant 3 ans, j'ai absorbé un peu, comme j'aime le dire, beaucoup de jus de cerveau de mes collègues, mais aussi des personnes avec lesquelles on échangeait. Ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était qu'on était en contact avec, tu vois, pas mal de régies, médias, pas mal d'agences, en bref, pas mal d'acteurs. Et c'est vraiment quelque chose aussi que j'adorais dans ce job, c'est que tout le monde venait avec ses connaissances et c'était hyper riche. Donc ouais, clairement, c'était un univers, c'est toujours un univers qui m'anime beaucoup, qui me passionne, que j'adore. Ouais, c'est génial parce que en général, on a des témoignages de reconversion où c'est plus, bon voilà, c'était trop pour moi, ça me correspondait pas, et puis finalement, je change du tout. Et toi, on dirait que c'est plus, t'as trouvé quelque chose qui t'anime encore plus que ce que tu avais déjà, mais ça a toujours été plutôt positif pour toi. Comment t'as eu le déclic de te lancer, toi, sur les réseaux? Donc, tu t'es lancé en 2016 sur YouTube. Historiquement, je fais partie de la team des Vieux de la Vieille. J'avais une première chaîne YouTube en 2008-2009, donc j'étais un bébé, quoi. Je me rappelle, j'étais en DUT. Enfin, je venais de passer mon bac, quoi. Et c'était vraiment les prémices de YouTube. Et j'ai créé une chaîne comme ça et je faisais des vidéos. Et ça a duré quelques mois parce que très vite, mes compagnons, mes camarades de classe m'ont repéré. Et à l'époque, encore aujourd'hui, c'est déjà un peu difficile de parler de ce métier. Mais alors, je te laisse imaginer, il y a 10 ans, c'était assez infernal. Donc, c'était des moqueries, etc. Donc, j'ai vite fermé ma chaîne. Mais j'ai toujours gardé un pied, entre guillemets. Enfin, c'était toujours, pour le coup, YouTube, moi, c'est un média que j'adore, que je consomme à titre perso vraiment régulièrement, quotidiennement. Et puis, donc, 10 ans plus tard, j'ai un projet pour l'école. Je dois créer quelque chose, un événement, un mini projet. Je me dis, ok, mince, qu'est-ce que je vais faire? J'avoue que j'avais pas d'idée à ce moment-là. Et ça trottait dans un coin de ma tête, ce truc de me dire, mais en fait, j'aimais quand même bien ça et j'aimerais vraiment me libérer un peu de mes hontes, parce que c'était un peu une honte étrange, mais c'était le cas, et revenir sur cette plateforme. Et donc, j'ai créé, en fait, on va repartir, oui, je suis repartie de zéro en 2016 en créant cette chaîne du coup. Donc à la base c'était pour un projet à l'école. L'idée c'était juste de pouvoir montrer que je savais cadrer une petite structure et être un peu régulière, enfin comme une mini entreprise quoi. Et qu'est-ce que tu faisais à l'époque du coup en 2008? Ça ressemble à peu près à ce que tu fais maintenant? C'était très très orienté beauté parce que ouais à cette époque-là c'était très gang de youtubeuses beauté etc. Donc moi aussi c'était un peu ma lubie, les hauls, les make-up et ce genre, les tutos et ce genre de choses. Donc c'était quand même un peu plus beauté que maintenant où c'est un peu plus c'est quand même carrément plus diversifié, ouais. Et justement, c'est marrant que tu parles des jugements parce que c'était une de mes questions parce que moi, je connais énormément de personnes qui ont envie de se lancer sur les réseaux et qui osent pas justement par peur des jugements. Et donc toi, t'as eu le problème parce que parfois on a peur mais ça n'arrive pas. Donc toi, t'as eu les jugements et comment t'as fait après pour te dire je mets ça de côté et ce qui importe le plus c'est ce que moi je veux. Alors au moment où j'ai eu ces jugements, bon qui étaient ça me touche, je dirais assez anodin, mais en fait quand tu les vis, toi tu extrapoles tout et t'as l'impression que c'est la fin du monde et que t'es la risée de la France entière, alors que t'as 3 personnes qui disent c'est rigolo de faire des vidéos, on s'en fout de ton rouge à lèvres. À ce moment-là, j'étais hyper jeune, j'avais 16 ans en DUT, 16-17 ans, et donc je me suis sentie vraiment honteuse. J'avais l'impression que c'était comme une part de mon jardin secret qui était un peu dévoilée, parce que moi-même, j'en avais parlé à personne. En quasiment 10 ans, il y a eu un petit cheminement, et dans ma tête, je me suis dit... en fait, si j'ai envie de le faire et je fais rien de mal, il y a aucune honte à avoir. Voilà, c'est un travail. Enfin, ça représente un travail monstre. Tu dois investir du matériel, tu dois investir des idées, etc. J'ai pas de raison il y a pas à en être honteuse, au contraire. Et donc, j'avais quand même ce
il y a eu un chiffre quoi dans ma tête où je me suis dit mais à l'inverse, plutôt que d'être honteuse, tu devrais être fière et aller en parler toi spontanément à tes copines, à ta famille en disant voilà, j'ai fait ça, c'est un nouveau projet, est-ce que vous pouvez me soutenir? Donc je pense qu'il y a eu ouais un truc dans ma tête, une espèce de déclic où je me suis dit peu importe parce que peut-être qu'il y en aura des jugements et encore aujourd'hui, je pense qu'il y en a même de la part de mes proches, vraiment très proches, mais en fait c'est un choix de carrière et ils sont tous discutables et tout le monde a un avis à donner sur tout de toute façon. Donc tant que moi j'apprécie, peu importe. Ça a été plutôt ça où je me suis mis un peu des œillères en mode non mais moi j'adore donc c'est la seule chose qui compte. Et ça c'était avant Renaud du coup? C'était en même temps en fait, j'ai commencé mon stage en juillet et j'ai lancé ma chaîne un mois plus tard en août. Ils se chevauchaient les deux clairement. Et comment ça a été accueilli alors tes premières vidéos sur ta nouvelle chaîne? J'ai fait un petit peu ma vie dans l'ombre entre guillemets, j'avais pas vraiment d'attente puisque je voyais ça bon c'était un projet scolaire, c'était plutôt pour valider mon année et montrer à mes profs que voilà, j'avais entre guillemets coché toutes les cases. Donc j'étais vraiment en toute détente puis je me suis dit bon, je sais pas comment fonctionne le YouTube d'aujourd'hui etc. Donc sur l'audience entre guillemets, ça a été bien accueilli, j'ai même retrouvé des personnes qui étaient là du coup, je sais pas comment elles sont tombées sur la vidéo mais des personnes qui étaient là lors de la première chaîne et à ce moment-là YouTube et Instagram d'ailleurs avaient un algorithme qui était plutôt sympa donc qui pouvait mettre en valeur facilement les créateurs qui se lançaient et sur mes proches ça a été hyper mitigé. Ça a été mitigé, mais comme c'était un projet scolaire, etc., c'était nouveau. Bon, c'était plus bon. Écoute, elle s'amuse bien. Voilà, on la laisse, tu sais, presque comme si j'allais à un cours de théâtre ou voilà que j'avais cours de poterie le jeudi soir. C'était un peu perçu comme ça, je pense, au début. Et t'avais fait une vidéo sur quoi du coup pour que ça puisse être validé sur pour ton projet d'école? En fait, mon projet d'école, c'était sur 6 mois. C'était en fait le but de ce projet, c'était la capacité à mener un projet sur le long terme avec des objectifs. Donc typiquement, là ma prof m'avait dit voilà, il faut que tu mettes un objectif d'abonnés, un objectif de régularité, etc. Donc dans mes cases, c'était faire 2 vidéos par semaine et au bout de 6 mois avoir 1000 abonnés et je sais pas une moyenne de 500 1000 vues par vidéo, enfin 500/1000 vues par vidéo. Et sur la thématique, c'était libre. Encore une fois, moi quand je suis revenue, c'était assez beauté à ce moment-là, mais je commençais déjà parce que même moi dans ma vie perso, j'avais plein de nouveaux sujets qui m'animaient, donc je parlais d'autres choses, mon parcours scolaire, la vie pro qui est en train de se dessiner et tout ça quoi. Et alors comment tu as eu le déclic de continuer donc que ça se termine ton projet? Et je me suis rendu compte qu'au-delà du projet, ça pareil un peu comme pour le boulot quoi, quand je me levais le matin, ça m'animait, là quand j'allumais ma caméra, je me sentais à ma place en fait, je me sentais hyper vivante. C'était assez naturel et ouais, et ça me ouais, vraiment c'est le mot, ça m'animait quoi. J'y pensais parfois quand j'étais au boulot sur mes pauses déj, j'allais dans mes notes et je me disais tiens, faudrait que je fasse une vidéo même au-delà du cadre du projet. Donc je me suis dit écoute, ça prend bien, les 6 premiers mois sont bien passés, il n'y a pas de contraintes particulières, c'est juste du plaisir, donc autant continuer voir vraiment encore une fois à ce moment-là sans aucune arrière-pensée de tiens, je vais en faire mon métier ou quoi que ce soit. Juste vraiment ça me fait plaisir, j'échange avec des gens, c'est chouette, pourquoi s'arrêter? Et donc aujourd'hui tu as 173 000 abonnés sur YouTube, 38 000 sur Instagram, donc c'est quand même un succès assez rapide. Qu'est-ce que tu penses qui a fait ton succès? Sur YouTube, il y a des petites vidéos qui ont popé plus que d'autres sur des thématiques hyper différentes. Et c'est ça à chaque fois c'est là où tu vois ton nombre d'abonnés qui explose. T'as la première vidéo où je suis passée, je sais pas, de 5 000 abonnés à 25 000 en une semaine. C'était justement une vidéo sur mon parcours scolaire où j'expliquais parce que j'ai eu mon bac à 16 ans et du coup je parlais de ça et les gens étaient un peu surpris, je pense, dans le titre, c'était un peu accrocheur mais sans le vouloir parce que c'était juste pour le coup factuel. Et YouTube, l'algo je pense a mis en avant cette vidéo qui a explosé, qui voilà, j'avais peut-être une moyenne de 3000 vues par vidéo, tu vois, et à ce moment-là cette vidéo qui fait 200 000 vues, donc ton contenu qui est mis en avant, les gens qui s'abonnent et de fil en aiguille effet boule de neige, voilà, d'autres vidéos qui vont avoir le même impact et le même effet et les abonnés qui grimpent en fait suite à ça. Donc je dirais que c'est pas forcément hyper régulier, tu vois, c'était pas un long fleuve tranquille, c'était plutôt en dents de scie, tu vois, t'avais des vrais pics sur des gros temps forts et c'est comme ça que ça a grimpé petit à petit. Et donc du coup, tu penses que pour atteindre disons 100 000 abonnés, t'es obligé d'avoir une ou plusieurs vidéos virales en fait? Aujourd'hui, je pense pas. Je pense que tu peux aussi te créer une niche ou avoir vraiment un concept un peu inédit qui accrochera directement et où tu sais que peu importe que les gens vont se fédérer, vont partager un truc un peu
buzz forcément, mais un truc vraiment viral qui aura tendance à pouvoir être partagé et du coup à être mis en avant par l'algorithme, pareil avec l'effet boule de neige. Donc je pense que t'as les deux. T'as soit effectivement t'as quelques contenus qui vont popper pour X ou Y raison parce que la thématique est un peu spécifique et voilà. Soit vraiment t'as un contenu de base qui est hyper original ou qui sait se diversifier et qui va savoir fédérer parce qu'un peu nouveau, parce qu'un peu différent et du coup les gens vont vite accrocher et partager autour d'eux quoi. Et toi, quel est ton avis entre Instagram et YouTube? Tu penses qu'ils vont mieux être sur YouTube ou mieux être sur Instagram? Alors peut-être aussi à l'époque et puis maintenant ça a changé, mais Ouais, c'est une question compliquée parce que moi je suis vraiment une vraie aficionado de YouTube et je sais que enfin en tout cas les nouvelles générations le sont de moins en moins. Je pense que vraiment les deux médias ont leur spécificité. Pour moi, il y a vraiment deux usages différents, au même titre que sur TikTok où c'est encore autre chose. Pour moi, tu racontes deux histoires complètement différentes, donc ça dépend vraiment de ton positionnement. Moi, je dirais que je saurais pas faire l'un, enfin, je pourrais pas me passer aujourd'hui de l'un ou de l'autre, mais si je devais choisir, je pense que je serais moi uniquement sur YouTube parce que pour ma personnalité, ce que j'ai à raconter, etc., c'est un format qui me convient mieux. Le fait de pouvoir vraiment entrer en profondeur dans les sujets, d'échanger, etc., versus Instagram qui demande énormément de travail, mais sur une optique hyper différente. Aujourd'hui, je pense que les deux plateformes se valent sur la capacité entre guillemets à émerger et à se créer une communauté. Les deux plateformes sont devenues un peu infernales sur les algos, sur la façon dont tu sors, etc. Tes abonnés, c'est assez compliqué. Donc je dirais qu'il n'y en a pas l'une qui est plus prometteuse entre guillemets que l'autre, mais je crois aujourd'hui que les gens ont plus tendance à se lancer sur Instagram parce que peut-être que ça demande aussi moins de matériel et ce genre de choses, donc c'est peut-être quelque chose qui est a priori plus accessible au départ en tout cas. Après, je sais pas ce que tu en penses parce que j'ai l'impression quand même que les influenceuses qui ont vraiment explosé, qui ont des millions d'abonnés ou voilà vraiment ou qui sont très très suivies avec un gros engagement, c'est plutôt des influenceuses qui ont commencé ou qui sont sur YouTube parce que j'ai l'impression quand même que sur YouTube on est plus engagé, on va vraiment suivre la personne, on a l'impression qu'on la connaît plus aussi parce que c'est des longs formats donc on va l'écouter, on rentre plus dans son intimité, alors que sur Insta je trouve qu'on est moins fidèle parce que il y a le côté un peu plus on zappe, c'est juste une photo ou une courte vidéo. Et j'ai l'impression que c'est plus difficile de se créer une communauté aussi fidèle voire impossible que sur YouTube. Ouais, je suis complètement alignée avec ce que tu dis. Je pense que le lien est vraiment différent et que le lien est entre guillemets plus authentique via YouTube où effectivement tu connais les gens. Bon, encore une fois, tu filtres toujours ce que tu veux montrer, mais oui, tu les entends parler, tu les vois vivre, etc. Versus sur Instagram, effectivement, tu as des personnes que tu peux suivre dont tu connais pas le son, dont tu n'as jamais entendu la voix, etc. Tu l'as jamais vu en mouvement, tu vois juste des photos. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Et donc, toi, tu as eu ton bac à 16 ans, donc tu étais considérée comme surdouée. Enfin, comment ça s'est passé? En fait, je suis arrivée en avance. J'ai commencé l'école plus tôt au lieu de j'avais 2 ans et demi, donc j'avais déjà un an d'avance. Et puis en CE2, on m'a fait sauter une classe parce que la prof jugeait que, j'avoue que j'ai pas le souvenir forcément à ce moment-là de ce que ma mère me dit. Elle trouvait que je m'ennuyais, que voilà, bref. Donc elle m'a fait sauter une classe. Donc à ce moment-là, j'avais 2 ans d'avance quand j'ai commencé le CM1, d'où le bac à 16 ans. Voilà, surdouée. Je t'avoue que on n'a jamais fait de test ou quoi que ce soit. Ma mère mon père était plutôt hyper fier et ma mère était plutôt tout l'inverse. Elle était hyper effrayée, disant mais je veux pas que mon enfant soit différent, donc on va oublier ce sujet-là. Tant mieux si tu sautes des classes et si tu t'en sors, mais c'est tout. On veut pas creuser plus loin tant qu'il n'y a pas de problème entre guillemets. Donc ça s'est fait comme ça, sans forcément de raison hyper concrète. Et ça s'est passé comment pour tes parents? Parce que justement, quand on a un enfant qui saute des classes, on peut avoir beaucoup d'espoir dans l'idée d'une carrière très établie, socialement reconnue. Comment ça s'est passé pour eux quand tu t'es lancé sur les réseaux et puis après quand tu as décidé de faire ça à temps plein? J'ai un bagage socio-culturel un peu particulier, dans le sens où j'ai mon papa qui était prof de français, en plus prof de lettres modernes, bref, à ce moment-là, et ma mère qui elle était assistante maternelle, donc tu vois deux moods vraiment très différents. Et après j'ai perdu mon papa au moment où je passais mon bac, donc il a pas suivi les aventures. Je pense que ça aurait été vraiment différent avec lui et peut-être que du coup j'aurais peut-être pas osé justement aller vers ce choix de carrière parce que je pense qu'il y aurait eu des jugements vraiment différents. Ma mère pour le coup qui est arrivée en France, elle est née au Portugal, elle a commencé à travailler en France, donc tu vois il y a un mood qui est quand même un peu différent pour elle. C'est plutôt tant que tu travailles, peu importe ce que tu fais, entre guillemets, à partir du moment où tu respectes les lois et qu'il n'y a rien d'illégal et de bizarre, ça me va. Donc elle était plutôt étrangère à tout ça. C'est plutôt d'un point de vue même par rapport à mes amis, tu vois, qui suivaient
un peu le même cursus, ils étaient en école de co, où ils faisaient droit, mais enfin, tu vois, ce genre de truc, où j'avais un peu ce truc-là de me dire, ok, alors est-ce que ton job, est-ce que tu vas arrêter un CDI déjà, peu importe le job, à partir du moment où c'est un CDI, c'est déjà plus aux yeux de la société plus reconnu que n'importe quoi d'autre. Est-ce que tu vas arrêter ton CDI alors que tous tes potes sont en train de se lancer, il y en a une qui est auditrice dans un super cabinet, l'autre qui fait des études de droit et machin et ceci, cela. Est-ce que toi, tu vas tout arrêter pour travailler devant ton ordinateur alors que personne ne considère que c'est un vrai job? Franchement, j'ai eu vraiment du mal là-dessus. Encore aujourd'hui, hein, c'est compliqué de dire non mais oui, c'est un vrai job. Je suis pas complètement idiote et c'est pas futile. Et bref, ça implique aussi des compétences, etc. Il y a quand même eu ce truc socialement parlant de se dire est-ce que je perds pas de la valeur aux yeux de mes proches? Et très vite, pareil, un peu comme ce que je te disais, quand il y a eu ce déclic dans ma tête, je me suis dit, en fait, même si c'est le cas, déjà personne va venir me le dire, même si les gens le pensent très fort, ça rentre dans une oreille et ça ressort aussitôt, puisque en fait c'est ma vie et peu importe quoi, chacun ses choix, chacun son chemin. Donc, mais oui, il y a vraiment il y a un sujet quand même. On peut pas l'ignorer socialement. C'est pas un chemin classique et c'est pas forcément facile à vivre au quotidien quoi. Alors je sais pas si t'as la même sensation, mais moi c'est pareil en tant que créatrice de contenu, je ressens un peu la même chose. Et surtout en fait, ce qui a été difficile pour moi, ça a été de faire comprendre à mes proches que c'était un travail. Donc, par exemple, si on me proposait quelque chose, parfois, je pouvais pas parce que je devais travailler. Enfin, qu'ils étaient occupés. Et par exemple, au début, je me forçais à écrire « je travaille » parce que aussi, pour moi, comme c'était une passion et que j'aimais faire ça, c'était pas un travail. Mais après, je me suis dit qu'il fallait commencer à dire aux gens « je travaille » parce que ça les faisait comprendre aussi que j'étais dans mes heures de travail et que je pouvais pas faire autre chose. Mais même encore maintenant, c'est difficile pour eux de comprendre parfois que je suis pas disponible. Complètement. Et je sais pas si toi c'est le cas, mais parfois moi je me prends des remarques, enfin pas des remarques, mais tu sais, dans une discussion, par exemple, une copine qui arrive à l'aéroport, tiens, ma mère arrive à l'aéroport à 16h, est-ce que toi tu peux aller la chercher parce que tu travailles pas? Bonjour, non, je travaille. En effet, j'ai des horaires plus flexibles parce que je peux choisir et encore, parfois t'as des rendez-vous, t'as des choses à faire et voilà. Donc oui, je pourrais faire en sorte de me libérer certainement plus facilement que toi qui est en bureau ou machin. En revanche, j'ai un travail et peut-être que tu vois, moi, quand je vais rentrer de l'aéroport en ayant récupéré ta maman, jusqu'à 1h du matin, je serai sur mon ordi pour attraper ce que j'ai pas fait en allant la chercher. Donc, honnêtement, ouais, encore aujourd'hui, même dans les échanges, t'as des trucs un peu anodins comme ça qui sortent de la bouche des gens avec qui tu échanges, qui te font comprendre que, pour eux, soit c'est pas un job, de toute façon, c'est futile, de toute façon, voilà. Mais ouais, parfois c'est un peu compliqué quoi à entendre et c'est compliqué de se justifier aussi sans cesse. Moi, je sais que j'ai un peu lâché l'affaire là-dessus. Et comment t'as eu le déclic du coup de passer de l'un à l'autre? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Je faisais les deux en parallèle. Bon, alors déjà YouTube a commencé à prendre de plus en plus de place dans le sens où la communauté grossissait, donc moi j'avais envie de m'impliquer de plus en plus parce que je voyais qu'il y avait un retour, des échanges et voilà. Mon job, donc ça allait faire 3 ans que j'y étais et vraiment je te dis, c'est vraiment quelque chose encore aujourd'hui qui m'anime, que j'adore, etc. Mais j'avais l'impression d'avoir fait le tour, j'avais l'impression justement d'avoir absorbé tout le jus de cerveau et qu'il n'y avait plus rien de nouveau entre guillemets. Et aussi le gros sujet pour moi, c'était la structure. Le sujet me passionnait, la structure m'oppressait. Enfin, je pense que, je sais pas si je peux le qualifier de burn-out, je suis pas psy ou voilà, mais je n'en ai pas les compétences, mais vraiment pendant les derniers mois, je me levais le matin, je me sentais étouffée quoi. Je me disais ok, je vais produire un travail qui va devoir être validé par 150 personnes qui ne connaissent absolument rien, qui ont leur mot à dire, qui vont me mettre des bâtons dans les roues alors qu'on travaille tous au service du même objectif. Bref, tout ça je comprenais plus la logique de la structure, les rouages, le fonctionnement me déplaisait, je voyais que les côtés négatifs, je me disais non mais ça n'a aucun sens, c'est contre-productif et je me disais mais je perds un temps fou, ça m'oppresse, les gens ne comprennent pas. Bref, la structure n'est pas faite pour moi et c'est là où je me suis dit ok, t'es passionné, il y a aussi autre chose à côté qui te passionne, t'es jeune, va voir ce que tu peux en tirer et en parallèle du coup c'est là aussi où j'ai créé ma marque au moment où je démissionnais, c'est là où tout s'est passé en même temps. Donc bref, ça a été un peu un gros bazar à ce moment-là, mais le déclic est venu de là, du ras-le-bol de la structure de l'entreprise classique en tant que telle quoi. Et est-ce que tu as eu vraiment un événement particulier dans le sens
je sais pas, une engueulade avec un collègue, la réflexion de trop, parce que on a ce sentiment, mais il faut le petit truc qui te fasse passer à l'acte. Il y a eu plusieurs trucs, je pense que à l'époque, maintenant que tu me le dis, je me dis ouais, en fait, je crois que je sais les identifier. À l'époque, je pense pas que j'avais conscience que c'était ça qui faisait que, mais ouais, alors je travaillais sur par exemple, je travaillais sur un gros projet, on travaillait sur le mondial de l'auto, qui est bref un truc au port de Versailles machin, et à ce moment-là je travaillais sur un projet qui m'éclatait. On a ouvert, tu vas voir là où les deux univers sont un peu liés, on a ouvert un studio YouTube dans le stand Renault où on faisait venir des youtubeurs et des acteurs de l'automobile, etc., pour créer des formats un peu nouveaux, bref, pour rajeunir un peu la marque, etc. Donc ça m'éclatait, c'était hyper cool, mais hyper intense. Et au même moment, j'avais quand même mes missions transverses, mes campagnes à gérer, et donc je lisais mes mails. Donc en gros, moi, je passais la journée au salon de l'auto à faire un truc hyper excitant, et je rentrais chez moi le soir, je lisais mes mails, et je voyais des trucs insupportables de type, mais comment tu as fait passer ça sans me mettre en copie, je suis ton N+2 et machin, et comment, et je me disais, bon, les gars, vous êtes à l'époque c'était le premier annonceur France, vous faites des choses incroyables, mais en interne, enfin je sais pas, ça veut pas continuer comme ça. Bref, ça me frustrait. Et là je lis un mail d'un mec, d'un collaborateur sur un sujet qui me prend, mais pas de haut, qui me prend de 800 000 étages, genre qu'est-ce que tu veux nénette, enfin tu vois, c'était un truc hyper déplacé. Genre, j'avais travaillé sur un truc qui me tenait à cœur et lui m'a pas rembarré, mais il m'a dit en gros, moi c'est pas mon job, j'ai pas que ça à faire, donc on verra plus tard. Alors que moi j'avais besoin de son aval, ou bref, je pense que tu vois un peu comment ça se passe. Voilà. Si ce mec-là ne valide pas ton truc ou ne fait pas passer, alors t'es bloqué. Donc ça m'avait frustré. Et je me rappelle à ce moment-là, je me suis mise à pleurer chez moi. Vraiment, j'étais en larmes. Ouais, mon mec qui vient me voir, qui me dit mais il y a eu un truc grave. Et moi j'étais non mais il m'a envoyé un mail horrible. Il lit le mail, il dit non ça va. Et en fait oui, je pense que ça a été le truc de trop. Je me suis dit en fait, si ça impacte mes émotions, si ça impacte, ça me faisait cogiter sans cesse. Je dormais plus, je pensais qu'au travail, je pensais que à comment je peux faire pour. Bref. Et le lendemain matin, je me rends de nouveau au mondial de l'auto, mais avec, ouais, une perspective différente. Je vais voir mon boss, et j'avais une équipe incroyable, je m'entendais hyper bien avec eux, c'était vraiment presque des amis, tu vois. Je vais lui exprimer mes émotions, je dis franchement, il y a des trucs que je peux plus. Et à partir de ce moment-là, c'était peut-être 5 mois avant de démissionner, hein. Mais à partir de ce moment-là, je prends un recul monstrueux et je me dis, écoute, les rouages, les process, les trucs, je veux plus rien savoir. Maintenant, moi, je fais comme je veux. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Et lui qui me dit, mais t'es folle, tu travailles dans une giga structure, c'est pas comme ça que ça marche. Ok, t'as 22 ans, mais c'est pas la Révolution française, tu restes tranquille. Et voilà. Pour moi, c'était plus possible. J'étais en roue libre. Et je me rendais compte que j'étais mieux en roue libre, quoi. Mais que ça fitait pas avec la forme de la structure et que c'était plus possible et que ça m'angoissait d'autant plus. Donc, à partir de là, je me suis dit, ok, j'ai essayé de vivre mon truc de mon côté. C'est pas moi qui vais révolutionner la structure de la boîte. Bon bah adios quoi. Enfin, il faut pas. L'idée c'est pas non plus de tomber en dépression parce que tu bosses trop ou que t'es dans un mood trop sombre. Donc j'ai fait j'ai décidé de partir. C'était pas simple parce que vraiment je te dis j'étais animée, mon équipe était trop cool, mais c'était en train de me tuer le moral. C'était d'une tristesse. Non mais c'est vrai que l'environnement ça compte énormément. Il n'y a pas que le fond de ce qu'on fait. Ouais. Les gens avec qui on est, les bureaux. Au moment où tu as décidé de démissionner, tu étais déjà rémunérée sur YouTube. Comment tu as envisagé le financement un peu de ta reconversion? À ce moment-là, donc ça faisait 2 ans, 3 ans puisque j'ai commencé en même temps. Donc ça faisait 3 ans que j'étais sur YouTube et ouais, je commençais à avoir, tu sais, t'as donc la rémunération via les pubs, bon, qui fait pas un salaire. En tout cas, moi, qui faisais pas un SMIC à ce moment-là, donc je pouvais pas en vivre. Mais je commençais effectivement à avoir des partenariats. Ça faisait quelques mois peut-être que j'avais des petits contrats, etc. Bon, qui me permettaient pas d'avoir le même salaire que celui que j'avais en CDI, mais je me rendais compte que oui, que ça pouvait être rémunérateur, que ça pouvait faire vivre, etc. Donc je me suis dit, si là déjà j'y consacre pas toute ma vie, j'arrive à tirer des sous et voilà, je peux quand même survivre, tu vois, sachant que j'avais mis mes petits sous de côté. Voilà, j'ai pas démissionné du jour au lendemain, donc j'avais pu anticiper un peu. Je me suis dit, bon bah il n'y a pas de raison que si j'y consacre davantage de temps, ça continue pas de se développer et donc de me faire vivre un peu mieux, quoi. Donc oui, j'avais quand même ce bagage et c'est là où aussi, quand je parlais de ma démission sur ma chaîne YouTube, je disais, honnêtement, si j'avais pas eu YouTube, je sais pas, tu vois, si j'avais pas eu ces plans de secours et ma marque qu'on développait à côté de ça, même si je me sentais hyper mal au boulot parce que la structure était oppressante, que ça me rendait folle, je pense pas que j'aurais démissionné parce que j'aurais démissionné pour aller dans une autre structure similaire, tu vois. Alors que, en fait, c'était pas la solution puisque le problème pour moi, c'était vraiment le cadre, la structure.
de l'entreprise, le fait d'être salarié à ce moment-là qui m'allait pas. Je sais pas quelle solution j'aurais pu avoir parce que j'aurais juste déporté le problème sans le risque. Heureusement que j'avais ça à ce moment-là. Ouais. Je pense qu'en fait aussi il y a le côté, je sais que moi personnellement c'est ce que j'ai vécu, le côté t'en as marre de mettre ton énergie au service d'un truc qui marche pas trop et qui te frustre, et puis finalement t'as tellement envie de développer ton projet à côté que je pense que c'est ça, t'étais tiraillée entre les deux, tu t'es dit voilà, l'énergie que j'essaye de rajeunir peut-être une grosse structure, autant que je la mette sur mes réseaux. Ouais, carrément. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de She is Wild? Alors, comment t'en as eu l'idée? Comment tu l'as lancée? Pourquoi aussi? Parce que tu aurais pu être uniquement une créatrice de contenu youtubeuse. L'idée, donc au niveau du timing, donc j'étais en poste en CDI et j'avais YouTube à côté. C'était en janvier 2019, sachant que j'ai démissionné en juin 2019. Donc en janvier 2019, j'étais un peu dans cette démarche de j'en peux plus, je suis en roue libre, mais sans forcément me dire ok, je démissionne, j'en peux plus. Bref, je me baladais au salon Woonex à Porte de Versailles, qui est un salon de prêt-à-porter plutôt pour les professionnels, mais en gros la mère de mon copain travaillait à ce moment-là pour une marque qui y était, donc elle nous invite, on y va, on se balade. Moi j'adore la mode, donc ça me fait quand même toujours plaisir de voir des fringues. Je me balade, je portais une combi et j'adore depuis très longtemps, j'adore les combinaisons, j'adore la combinaison, le fait de te dire mais en fait t'enfiles ce truc, t'en fais ce que tu veux. Tu l'accessoirises, bref, tu fais vivre toi en fonction de tes envies, mais juste tu te casses pas la tête à te dire ok avec quoi je l'associe, machin. Bref, je me balade et je me dis j'aimerais trop tomber sur des combis, j'en vois plus trop dans le commerce, ce serait chouette de trouver un peu de combis facilement. On se balade, on n'en voit pas. Et là, avec mon copain, vraiment, c'était un peu comme dans les films, tu vois, on se regarde, genre, mais attends, ça n'existe pas, mais pourquoi pas le faire nous? Et de là, vraiment, donc d'une discussion, le soir même, on rentre à l'appart et on commence à faire des PowerPoint, tu vois, avec des amplis, des trucs. Et l'idée mûrit dans notre esprit, et en fait un peu comme une évidence, on se dit bon en fait on avait quand même ce truc de se dire on a envie effectivement de, comme tu dis, de dépenser notre énergie dans un truc qui nous est propre et qu'on mènera nous de A à Z, et donc si ça marche tant mieux, sinon c'est nous-mêmes qui apprendront enfin bref, en gros c'est nous et notre merde quoi, un petit peu, tu vois. Et donc c'était l'idée, on enclenche le truc. Bon, moi j'avais quand même mon CDI plus YouTube, donc j'avais pas tellement le temps de m'en occuper à ce moment-là, mais c'est pas grave, les nuits on les rattrapera plus tard. Donc on travaille à fond tous les deux, on démarche des stylistes, des modélistes, on trouve des ateliers, bref. Et en fait en quelques mois, et au même moment du coup je me dis en fait oui, c'est un signe, il faut que je parte de cette structure, il y a d'autres choses qui peuvent s'ouvrir à moi, et le monde ne s'arrête pas quand tu sors du bureau quoi. Il y a d'autres opportunités, voilà, peu importe où ça me mènera, tant que je me mets pas moi dans l'embarras ou voilà, et que j'ai des plans de secours. J'avais quand même mon diplôme, j'ai quand même mon expérience, je me dis au pire je saurais rebondir, donc why not tenter. Et de là voilà, en quelques mois on part en Tunisie, parce que mon copain du coup à moitié tunisien qui connaît des chefs d'atelier là-bas, donc moi qui suis en pleine démission en train de faire du télétravail dans les ateliers, enfin c'était n'importe quoi, tout en filmant pour ma chaîne YouTube. C'était vraiment, je devenais schizo complètement, vraiment la fille avec 3 personnalités quoi. Et du coup on a lancé ça comme ça, et au moment où j'ai démissionné, en gros les combis étaient lancés, donc tout s'est fait vraiment un peu au même moment là-dessus, sans vraiment d'organisation. C'était un peu un joyeux bordel quoi. Mais c'est marrant parce que je trouve qu'à chaque fois que les personnes racontent leur début, en fait sur le moment quand on vit les débuts on est hyper stressé, mais en fait après c'est des super bons souvenirs. Ouais, je suis d'accord. Et donc vous avez cofondé She is Wild avec ton conjoint. Comment ça se passe de faire ça, une aventure en couple? Alors nous, ça nous est apparu hyper évident puisque on est hyper complémentaires, et même sur le boulot, on a vraiment des compétences qui sont hyper différentes, mais du coup qui s'emboîtent bien. On est associés, donc on a vraiment chacun notre mot à dire sur tout ce qui se passait, en ayant conscience quand même que chacun avait son expertise entre guillemets, ou en tout cas ses compétences, même si on n'a pas idée quand on crée sa marque du nombre de trucs qu'il faut gérer et de la lourdeur de gestion et de tout ce qu'il y a derrière. Mais pour faire gros, en gros, moi j'étais plutôt sur la partie artistique, le développement produit, etc. Et puis la partie communication, e-commerce, voilà. Et lui était pour moi plutôt sur la partie un peu chiante, à savoir suivi de production, l'aspect logistique, bref. Et voilà, donc toutes ces fonctions qui sont vitales pour le développement de la structure. Et donc en fait, ça s'est plutôt bien passé. Alors après, comme tu dis, quand tu lances ton truc, c'était un stress, franchement. Encore aujourd'hui, je m'en rappelle avec la gorge serrée.
on en pleurait, quoi. C'était horrible. Et en même temps, c'était hyper chouette de vivre ça à deux parce que on était quand même main dans la main, quoi. C'est-à-dire que quand il y en avait un qui craquait complet, et ben l'autre, tu vois, le portait un peu sur ses épaules en disant on va s'en sortir, allez, on avance, on avance, on avance. Je pense que si j'avais fait le truc seul, c'est même pas si je serais allée au bout du process tellement j'avais pas conscience de tout ce qui se cachait et tous les coulisses qu'il pouvait y avoir. Donc le fait de l'avoir fait à deux, clairement, ça nous a propulsé, enfin ça nous a donné une force monstrueuse, quoi. Et il s'est passé combien de temps entre le salon Who's Next et puis ton site internet qui est lancé et les personnes qui commandent? Alors on a eu l'idée début janvier. À partir de janvier, donc moi j'étais sur mon CDI, etc. Mais vraiment chaque heure de temps libre, vraiment à partir de 19h jusqu'à 2h du mat, c'était là-dessus. Donc vraiment une deuxième journée de boulot à partir de janvier. Donc vraiment on a mis 6 mois, sachant qu'on a passé 2 mois pleins en Tunisie pour les suivis de prod, etc. Donc forcément, enfin ça va plus vite, mais voilà, on est sur place, donc les choses avancent. On a été hyper rapide. Donc je pense que si c'était à refaire, on aurait peut-être pris davantage le temps. Mais là, comme tout s'est passé en même temps et du coup, on a eu l'idée de la démission et machin, on a senti comme une urgence d'accélérer le truc. Donc ça a été hyper intense en termes de temps passé là-dessus et de timing. Mais on l'a fait, donc je pense que c'est jouable. Ouais, c'est ça. C'est sorti en fin juin, début juillet. Donc voilà le timing de la création. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense que c'est quand même pas mal d'essayer de sortir rapidement quelque chose. Enfin, bon, tout projet pour voir un peu les réactions, est-ce que les gens commandent, qu'est-ce qu'ils commandent, et puis après peut-être mettre un peu plus de temps sur la deuxième collection, parce que en fait on sait pas vraiment comment les gens vont réagir, ce qu'ils vont préférer. Ouais, non, t'as complètement raison. C'est un premier test, c'est quand même une étude marketing, mais au grand jour, quoi. Enfin, effectivement, grandeur nature. Ouais, t'as raison. C'est aussi ce qu'on disait. De toute façon, on va attendre, on va faire mûrir le projet, on va réfléchir, mais en fait la seule chose qui va se passer, c'est qu'on va avoir de plus en plus de questions en tête et ça va nous mettre des bâtons dans les roues. Donc on s'est dit allez, autant y aller. Et puis effectivement, on apprend en marchant, donc on voit si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on essaye de réajuster. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, il se trouve que le Covid est arrivé quelques mois plus tard, donc ça a été un gros coup, mais au départ, ouais, c'était clairement comme ça qu'on fonctionnait, ouais. Quel investissement financier il faut à peu près pour lancer une collection? Est-ce que tu peux nous donner une fourchette? Ouais, alors là-dessus, vraiment, c'est hyper variable. Je pense que ça dépend des quantités du business model que tu as. Nous, on fonctionnait sur stock et en fait, dans notre business model, on voulait développer du coup au B2C, mais aussi au B2B. Parce qu'on avait commencé à faire, encore une fois, avant le Covid, on voulait développer pour avoir un stock en boutique et du coup avoir des revendeurs, etc. Donc on a lancé un gros stock. Il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que quand on est des petites structures et par exemple qu'on produit pas en France dans des petits ateliers, nous on a produit en Tunisie, donc ça reste quand même, c'est pas la Chine, quoi, tu vois. Donc c'est pas de la prod de masse, mais c'est quand même des ateliers qui demandent un minimum de quantité. Et sans ce minimum de quantité, soit tu payes 5 fois le tarif, soit tu ne produis pas. À savoir que là, pour te donner un ordre d'idée, nos combinaisons sont vendues entre 100 et 150 euros et on marge quasiment pas dessus. Dans les débuts, c'était un choix parce qu'on s'est dit, on va pas les vendre à 400 euros, personne va les acheter au-dessus de notre positionnement. Minimum de quantité, qu'on a pu négocier un peu à la baisse, c'était 200, 300 modèles, 300 pièces par modèle. C'était monstrueux, sachant qu'on avait 18 modèles. Donc ça chiffre en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc nous, on a fait un prêt. C'est aussi pour ça que le Covid nous a bien embêtés parce que on avait on n'était pas en système de précommande ou quoi, on avait notre stock, on avait notre prêt à rembourser, etc. Bref, des investissements à rembourser. Donc, c'était un vrai sujet pour nous. Mais ouais, ça chiffre en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais parce qu'on a fait le choix d'avoir du stock pour le B2B. Je pense que si tu fais un truc en B2C, tu peux aussi avoir des systèmes un peu plus intelligents pour pas investir de cash. Voilà, les systèmes de précommande, effectivement, tu dois quand même, je pense que tu dois quand même avoir 5-10K de budget pour pouvoir avoir ton modélisme, ton stylisme, tes patrons, ton tissu, etc. Mais t'as pas de stock. Ouais, mais c'est quand même hyper coûteux et c'est pareil, c'est un truc dont nous, on n'avait pas connaissance ou idée avant de se lancer. Tous les coûts annexes, le transport pour récupérer ta marchandise, les taxes diverses et variées, les coûts du e-commerce, ça absorbe un tas de cash et ça aussi, c'est un sujet, tu vois, quand on a lancé, la plupart, franchement, la grande majorité des gens étaient hyper compréhensifs et surtout parce qu'on avait documenté, à travers la chaîne YouTube, on montrait les coulisses et le fait que on n'était pas à Zara, tu vois, on était 2 personnes qui avions créé, on allait dans les ateliers nous-mêmes, on faisait tout nous-mêmes et que c'était pas de la prod de masse, c'était dans des petits ateliers et donc ça permettait entre guillemets de justifier le prix qui pour nous n'était pas exorbitant au vu de ce que ça coûtait, mais qui pour le commun des mortels qui a l'habitude d'aller chez Primark ou chez H&M était assez lunaire, tu vois. Encore une fois, il y a 3 ans, on n'avait pas encore aussi tout ce truc de éco-responsable,
slow fashion, tu vois, tous ces enjeux. Donc il y avait un vrai sujet marketing aussi derrière à faire entrer dans l'esprit des gens que c'est le prix juste pour ce qu'il y a derrière. Et donc il y a eu pas mal de vrais sujets auxquels on a été confrontés qu'on n'imaginait pas du tout avant de lancer. Après, c'est assez difficile dans les négociations avec les ateliers parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font par précommande. Mais en même temps, je sais pas si un atelier qui te connaît pas, il va accepter de faire une précommande avec toi, quoi. Ah oui, non, c'est hyper compliqué. Et puis même au niveau des quantités, tu vois, même si t'as tes précommandes, combien de métrages de tissu tu vas acheter, enfin, il y a un tas de trucs quand même qu'il faut que tu aies en tête. Il y a des paramètres que tu peux pas laisser au hasard. Enfin, je pense que les deux systèmes sont un peu complexes. Après, ça dépend, tu vois, est-ce que t'es tout seul? Est-ce que t'es une marque indépendante? Est-ce que t'as des investisseurs derrière? Ça aussi, nous, on a voulu faire le truc tout seul. Peut-être qu'avec le recul, on se serait dit, bon, en vrai, on va peut-être aller chercher des investisseurs pour être un peu plus tranquille d'esprit aussi, tu vois, pour investir davantage dans le marketing, dans la com ou dans, je sais pas, un agent commercial, par exemple, pour le B2B. Donc, il y a plein de sujets, où t'apprends en marchant, mais ça fait partie aussi du jeu et c'est ça qui est cool aussi, je pense. C'est pas forcément de faire des erreurs, mais juste d'avoir déjà des sujets qui te tombent sur la tête où tu te dis ça je savais pas et en fait du coup j'ai appris donc c'est cool. Et alors comment ça s'est passé donc les premières commandes, de voir tes abonnés porter les combinaisons? C'était assez surréaliste et franchement quand t'es créateur de contenu parce que tu vois mais tu sais tu parles à des gens effectivement mais bon t'as la barrière de l'écran ça reste super c'est factuellement du virtuel et là de voir tu vois quand on avait les notifs de machin à passer commande et quand on a préparé nous-mêmes les commandes je me rappelle on a passé une nuit entière à préparer les commandes. Et donc, on disait, on imprimait les factures, on envoyait les noms, on voyait les adresses. On se dit, mais ces gens existent, quoi. C'est vraiment des êtres humains qui respirent le même oxygène que nous, a priori, qui vont recevoir ça chez eux. Donc, les premières photos, les premiers trucs, pour nous, c'était surréaliste. On était là, mais je comprends pas. Enfin, ok, c'était la finalité, mais quand tu le vois, tu te dis, mais donc, non, vraiment, on l'a fait, vraiment, ça existe et vraiment, les gens nous soutiennent. Franchement, c'était assez dingue et c'était surtout une fierté immense, je pense, de se dire en fait du virtuel au réel. C'est franchement c'était une vraie fierté et c'était hyper touchant de voir tout ça se matérialiser devant nous. Ouais. Et tes clients là, c'est surtout tes abonnés? Ouais, les clients en tout cas au départ c'était quasi exclusivement même mes abonnés puisque effectivement on avait pas tu vois de budget marketing donc on faisait pas de com enfin tu vois on n'allait pas faire de strat d'acquisition donc on n'allait pas toucher de nouveaux clients etc. Donc on a vraiment basé de base le business là-dessus sur effectivement ma communauté etc. Mais l'idée c'était comme je disais tu vois d'aller plus loin avec le B2B et puis de pouvoir sortir un budget market pour commencer à faire vivre la marque en dehors de moi puisque l'idée c'était quand même de créer une structure à part entière qu'elle vive seule quoi, c'est pas qu'elle repose pas juste sur mes écosystèmes donc c'est un vrai challenge là-dessus. Ouais. Et alors aujourd'hui vous vivez en Tunisie à Tunis donc tout ça c'est aussi accompagné d'un déménagement. Quel a été le déclic? Est-ce que c'est justement pour votre marque? Est-ce que vous avez eu le coup de cœur? Vraiment, je suis hyper instable. Je pense que du coup, je l'ai compris dans ma vie de tous les jours pour tous les sujets en fait. Et pour le coup, la ville dans laquelle je vis, c'est vraiment un sujet. En 5 ans, j'ai changé 5 fois, je pense, d'endroit sur Terre. Et alors la Tunisie, donc en gros, on est pendant le Covid. Avant le Covid, au moment où on a lancé She's Wild, on est parti quelques mois plus tard en Australie pour faire un road trip, etc. Et on avait pour objectif d'aller vendre nos combis là-bas. Le Covid donc on a dû rentrer d'urgence et il se trouve qu'un petit bébé s'était logé dans nos bagages. Donc on est rentré à Paris et moi j'étais enceinte. Confinée mais enceinte, donc c'était chouette. Mais du coup, ça nous a permis de poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Sachant qu'on avait quand même des envies d'ailleurs. Enfin, on voulait bouger parce qu'en vrai, c'est un peu notre inspiration. Là, notre marque, elle est quand même un peu basée là-dessus. Tu vois, chacun de nos modèles de combi porte le nom d'une ville ou d'une destination qu'on adore et qui nous tient à cœur. Donc bref, c'était un peu l'ADN de la marque et notre ADN à titre perso. Donc on savait que même avec un bébé, ça nous freinerait pas entre guillemets, mais on savait pas trop où, comment, surtout avec la pandémie. Bon. C'est quand même hyper instable, ça fait quand même peur. Roman, du coup, qui lui est mon copain qui est à moitié tunisien, qui avait passé quelques années, il avait fait le lycée français ici, donc il connaissait, il avait des amis, il avait déjà vécu ici. Donc on s'est dit, ok, et on avait bossé ici tous les deux. J'avais passé que 2 mois, donc c'est pas non plus, tu vois, je connaissais pas la vie, je connaissais les ateliers à Tunis, mais c'est tout. Mais on s'est dit, ça peut être un bon compromis pour se lancer d'abord dans l'expat en famille, quoi.
Et on a pris nos bagages, mon fils avait 6 mois, on a pris nos bagages, on a traversé la Méditerranée, puis on est venu s'installer ici en Tunisie pour profiter d'un cadre de vie un peu plus sympa qu'à Paris avec un bébé en tout cas. Donc on a là, tu vois, je regarde par ma fenêtre, je vois des palmiers, la mer juste en face, c'est quand même assez cool. Et oui, ça nous permet de bosser dans de meilleures conditions et ça nous permet de continuer nos activités. Donc pour le moment, on est en Tunisie, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais voilà notre petit train de vie assez doux, assez sympa. Et comment ça se passe du coup, parce que vous vivez en Tunisie, vous avez vos ateliers, mais vous vendez surtout en France. Est-ce que c'est pas difficile à gérer ce décalage de pays? En fait, quand on est parti, on était déjà entre guillemets rodés sur la logistique par rapport à She's Wild, donc on a tout, on travaille en famille, donc en gros on a une pièce dédiée et c'est ma mère qui s'en occupe, qui envoie chaque commande à la mano. Donc en gros, ouais, on était hyper rodés là-dessus, elle qui pilote le truc toute seule, et donc en gros quand les commandes arrivent, elles partent aussitôt puisque voilà, ma mère s'en charge. Donc en soi, comme le stock est déjà à Paris et que voilà, le trajet se fait et que la marchandise circule, ça nous posait pas de problème de partir. Et c'est pareil même pour l'influence, tu vois. Là où si en fait je me suis rendu compte que c'était un peu problématique, bah tu sais, on reçoit beaucoup de choses, on est invité à des événements, etc. Donc c'est plutôt là-dessus que c'est un peu compliqué, le fait d'être loin de Paris. Et encore, moi ça me fait un peu de bien parce que pareil, je commençais un peu à être un peu oppressée de tout ça avant de partir, donc ça m'allait bien de prendre une petite pause. L'effervescence du milieu, etc. peut me manquer parfois. Je suis contente d'avoir le choix de me dire bah quand je vais à Paris j'en profite, mais je peux aussi tu vois être un peu tranquille et respirer sans avoir l'impression qu'il faut que je dégaine mon téléphone toutes les 2 secondes et que j'aille parler à toute la terre, et voilà. Donc il y a un équilibre à trouver qui au départ et qui encore aujourd'hui est pas toujours hyper simple, mais qui se fait. Et bah on n'est pas à plaindre. Et c'est vrai que je t'ai pas demandé, alors comment t'as choisi le nom She's Wild? On brainstormait depuis des jours avec Roman sans savoir trop vers quelle direction aller. On savait, en fait, si tu veux, on avait l'ADN de notre marque. On savait qu'on voulait, du coup, les combinaisons, c'était même pas un sujet, c'était le monoproduit qu'on allait vendre et qu'on allait créer, mais l'ADN de la marque, on voulait que ce soit le nôtre. On voulait, enfin, vraiment, de A à Z, en fait, tu vois, on fait tout en famille finalement. C'est vraiment nous sur des produits, sur des combis. Donc on voulait que la marque le reflète et que ce soit hyper clair et compréhensible. Donc l'esprit un peu sauvage, etc., c'est venu assez naturellement à nous puisque en fait ça nous définit assez bien. On voulait qu'elle soit identifiée féminine puisque c'était une marque de combinaison de mode pour femmes, donc d'où le she et l'adjectif le wild il est venu en fait voilà, quand on discutait, quand on parlait de tiens ce serait chouette de trouver un adjectif qui nous définisse, c'était en fait quasiment le seul qu'on a trouvé où on s'est dit non mais c'est ça et ce sera rien d'autre. Et sur le côté anglophone, c'est parce que on avait pour objectif et on a toujours pour objectif de pouvoir vendre en B2B et à l'international, donc on voulait entre guillemets qui résonne partout. Et alors ça serait quoi toi ton plus grand rêve pour She's Wild? Mon plus grand rêve pour She's Wild, ce serait qu'on ait un réseau de boutiques à l'international. Ce serait que moi pendant mes voyages, quand je me balade dans les rues, je vois nos combis en vitrine au détour d'une ruelle, tu vois, un peu aux quatre coins du monde. C'est vraiment le goal ultime, quoi. À ce moment-là, je me dirais, ok, bon, je suis déjà contente de ce qu'on a fait, je me dis que c'est du bon travail, mais à ce moment-là, je me dirais vraiment, c'est pas mal, quoi. Tu penses que t'es assez exigeante avec toi-même? Je pense que un peu trop, à tous les niveaux, perso, pro, etc. Mais je pense que c'est un peu mon moteur, c'est ce qui me challenge et ce qui me fait avancer. Donc parfois c'est compliqué à gérer parce que t'es jamais contente et tu veux toujours plus, et en même temps ça permet quand même de se projeter, de voir demain et de voir un peu plus loin. Donc moi ça me va. Et ça serait quoi ton plus grand rêve de carrière, tout domaine confondu, je dirais? En fait, tu vois, je pense que je serais incapable de te répondre tant je me suis rendu compte que j'aimais faire des choses différentes. Je pense que j'ai quand même un cœur de métier et un cœur j'ai quand même mon métier de base, le média, etc., le marketing qui m'anime. Donc je pense que tout a de près ou de loin un lien malgré tout, même si j'ai changé de structure et de façon de travailler, il y a quand même des compétences qui s'y retrouvent systématiquement. Donc je pense que j'aurais toujours un pied là-dedans, je sais juste pas sous quelle forme, et j'aimerais beaucoup à terme, tu vois, j'adorerais retrouver ce que j'avais chez Renault, mais pas le côté structure grosse boîte, mais plutôt le côté équipe, partage de compétences qui me manque un peu là aujourd'hui, le côté jus de cerveau. Donc j'aimerais à terme structurer une équipe, tu vois, avoir 2-3 personnes autour de moi
qui me suivent un peu dans mes aventures, avec lesquels on bosse sur plein de nouvelles choses. Et ce serait un peu ça. Je sais pas trop sur quoi, mais je sais entre guillemets la forme que j'aimerais avoir. Ouais, c'est vrai que c'est bien parce que en fait, quand on est seul, on a ce côté liberté, indépendance, mais en même temps, parfois, ça manque aussi le côté se motiver, avoir des idées qui émergent d'une équipe. Ouais, complètement. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Une reconversion réussie, pour moi, c'est un état d'esprit positif un état d'esprit qui est plus positif qu'avant. C'est passer d'une situation qui n'était pas optimale, puisque si tu décides de changer, c'est qu'a priori, il y avait des optimisations à faire, à quelque chose qui te satisfait, où tu te réveilles le matin et où tu te dis, ok, c'est cool quand même, je suis fière de moi, je me sens apaisée, et même si ça plaît pas à tout le monde, moi, je sais que je vais dans la direction où moi, j'ai envie d'aller, et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu as fait le bon choix, quoi. C'est quand t'es ok avec toi-même et que t'es aligné et que tu t'écoutes. Pour moi, c'est c'est bon signe et c'est assez révélateur de la façon dont tu as pris cette décision, quoi. En tout cas, ça se voit, tu as l'air heureuse dans ta nouvelle vie. Alors, merci beaucoup, Karine. Donc, je mettrai tes réseaux sociaux et puis She's Wild dans les liens de la description de la vidéo pour que les auditeurs puissent aller voir ce que tu fais et puis découvrir tes combinaisons. Ça marche. Merci beaucoup à toi et bravo pour ce podcast et ce sujet qui, franchement, est passionnant et c'est cool qu'on puisse entendre différents témoignages. C'est inspirant. Merci beaucoup. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.